Lunettes de soleil imposantes, carré strict avec franges raidies, regard autoritaire et air dédaigneux, on connaît tous Anna Wintour, cette figure, la célèbre rédactrice en chef du magazine Vogue USA. Ça a d'ailleurs inspiré le roman Le Diable s'habille en Prada et le film du même nom pour le personnage de Miranda Priestly, mais aussi des personnages dans la culture populaire. Et il y a quelques jours, en feuilletant le dernier magazine paru en décembre dernier de Vogue, une réflexion m'est venue. Anna Wintour, celle qu'on nomme la papesse de la mode, fait preuve de quelques paradoxes. Bien que sa popularité soit de jour en jour remise en question, c'est quand même elle qui a dicté pendant très longtemps les tendances de la mode, celle qui a décidé ce qui était chic, ce qui était classy, has-been, bref, au fil de toutes ces décennies. Et donc son avis et son expertise, sa supervision, elle est attendue quand même par beaucoup de personnes et elle est largement respectée dans le milieu. Pourtant, elle incarne à la perfection le dicton de « faites ce que je dis mais pas ce que je fais ». Elle vend en fait par le biais de ses multiples conseils l'entrée à l'élite, à la haute société, à la bourgeoisie, tout en bloquant drastiquement son accès. Donc on va analyser quelques tendances qu'elle met en avant mais qu'elle s'interdit de respecter elle-même et on va essayer de comprendre pourquoi. Bon, déjà, Anna Wintour, elle ne porte jamais de pantalon. Si on en croit ses précieux conseils, il n'y a rien de plus féminin qu'un tailleur bien oversize signé Yves Saint Laurent, ou encore un joli pantalon large type cargo, et elle préconise beaucoup les looks androgynes. Elle, pourtant, on l'a jamais vue en pantalon, et encore moins en jean. La seule photo qu'on a trouvée d'elle en pantalon, elle date encore d'au moins il y a 10 ans, c'est à savoir donc si elle veut, elle, être vraiment féminine. La deuxième chose, c'est que Anna Wintour n'est pas adepte des petites robes, des jupes courtes, de la mini-jupe, et pourtant les magazines Vogue, eux, sont adeptes de ce qu'on va appeler la nudité cachée, les vêtements transparents, la mini-jupe, les vêtements découpés et soigneusement déchirés pour laisser entrevoir un petit peu de peau, etc. Et pourtant Anna Wintour, elle ne semble pas trop aimer ça. Le troisième paradoxe, c'est que Anna, bien que Vogue puisse très souvent préconiser des looks très audacieux, des coiffures très élaborées, très recherchées, elle ne troquerait jamais son bon vieux carré pour une décoloration, une coloration ou encore une butterfly cut. Et il y a encore de nombreux autres paradoxes, comme le fait de ne jamais porter trop de noir, le paradoxe de ne pas porter de trop gros logos apparents dans ses tenues, mais je vais pas tous les citer évidemment aujourd'hui. Le but c'est que, même si je pense que beaucoup de personnes vont me dire « bah écoute c'est son âge qui fait ça », alors c'est vrai, on peut retrouver quand même d'anciennes photos d'elle où elle osait quand même des styles plus audacieux, mais ce qu'on peut appeler ces prises de risques en mode n'en sont pas vraiment, car malgré tout elle est quand même restée assez sobre et minimaliste dans ses styles, très BCBG, très chic, royal, aristocratique disons, ce que les réseaux sociaux aujourd'hui appellent le style old money. Et donc vous commencez à me connaître, je peux pas m'empêcher d'apporter ma petite analyse. En fait pour moi c'est un moyen d'exclure la masse d'un cercle très élitiste dont Anna Wintour fait partie. En quelque sorte, si tout le monde détient les codes de l'élite, il n'y aurait plus d'élite. Alors oui, je suis d'accord, les vêtements ne sont pas les seuls vecteurs qui permettent de s'élever socialement, et même si j'adore moi-même la mode, qu'elle permet de s'éclater chaque jour, d'incarner la personnalité que l'on souhaite, etc., il n'en demeure pas moins que le vêtement est un objet social, un marqueur social. Et l'habit donc fait très largement le moine, malgré ce qu'on dit et malgré ce qu'on puisse penser. Parce que de tout temps, le vêtement, ça a toujours été un moyen de se distinguer. Les membres de la haute société ne se sont jamais habillés de la même façon que les prolétaires, donc le vêtement a toujours été un objet distinctif. Donc sans rentrer dans le complot, il est tout à fait connu que l'industrie de la mode a beaucoup à y gagner en imposant de nouvelles normes sur les corps, sur les façons de se vêtir, et Anna Wintour, elle sépare bien le professionnel et la vie privée, c'est-à-dire qu'elle donne à la société ce qu'elle veut entendre, donc une mode innovante, progressiste, avant-gardiste, parfois même une mode de l'opulence, via le port de gros logos, du bling-bling, parfois ça en devient même ridicule, vulgaire ou scandaleux, et donc elle s'adapte de fait au marché de la mode, tout en sachant que son milieu largement élitiste juge ces tendances de très mauvais goût. Donc elle prône le fait d'oser, de brouiller les frontières de genre, de dévoiler son corps, tout en ne le faisant pas elle-même.
Et on peut faire le parallèle avec les nombreuses marques mises sur le marché dont les PDG eux-mêmes ne consommaient pas ou interdisaient à leur père, comme par exemple le réseau social Facebook. On le sait, ça a été créé par Mark Zuckerberg, qui lui-même interdisait l'application à ses propres enfants, ou encore le réseau social TikTok, qui pourtant chinois, a été interdit en Chine. Donc si vous êtes du genre à regarder les derniers défilés de haute couture pour adapter votre style, rappelez-vous qu'Anna Wintour ne fait que répondre à des demandes sociales bien plus profondes. La plupart des grands magasins, et puis c'est répandu dans les boutiques bon marché, dans des sinistres endroits où vous avez sans doute repêché le vôtre dans un grand bac depuis le soldé. Bref, ce bleu céruléen représente des millions de dollars et un nombre incalculable d'emplois. Et je trouve assez amusant que vous pensiez avoir fait un choix qui n'a pas été dicté par l'industrie de la mode, alors qu'en fait, vous portez un vêtement qui a été choisi pour vous par les personnes qui se trouvent dans ce bureau, au beau milieu d'un tas de fringues. Voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé. On pourrait d'ailleurs faire une dizaine de vidéos sur la sociologie du vêtement, de la mode, tellement c'est un sujet qui paraît de prime abord anodin, mais qui implique bien plus de choses que ce que l'on croit. Donc on se remet une partie 2 quand vous voulez. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo, et en attendant la prochaine, prenez soin de vous.